Je m'appelle Graça Raposo, je suis directrice de recherche au CNRS dans l'équipe structure et compartiment membranaire dans le département de biologie cellulaire et cancer à l'Institut Curie. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'organisation de la cellule, des interactions cellulaires et des communications qu'elles établissent entre elles. Alors, les différentes cellules et les différentes fonctions. Alors, les êtres vivants, que ce soit les humains, les animaux, les plantes, sont tous constitués de cellules. Alors, il y a les cellules eucaryotes qui ont effectivement un noyau et plusieurs compartiments intracellulaires que je vous décrirai au cours de ma présentation. Mais il y a aussi les prokaryotes. Alors, les prokaryotes, ils sont dépourvus de noyau, ils ont une paroi, un cytoplasme, ils ont une membrane, ils ont un code génétique. Ici, l'exemple que je vous donne, c'est une bactérie. Voilà une représentation schématique, mais également une image en microscopie, en imagerie. Alors, une cellule eucaryote. La cellule eucaryote, effectivement, elle contient une membrane, un noyau, plusieurs organites cellulaires, ici des mitochondries, l'appareil de Golgi. À l'intérieur du noyau, il y a l'ADN. Et l'ADN, c'est le code génétique de la cellule. Alors, les cellules sont les unités structurelles et fonctionnelles de base des tissus vivants. Elles ont plusieurs fonctions. Ces cellules, elles assurent des processus vitaux tels que la synthèse de protéines, de lipides, la respiration, le métabolisme, le transport des ions. Les cellules fournissent également un support structurel aux tissus et protègent l'organisme contre les maladies et servent de barrière sélective. Alors, les fonctions spécifiques des cellules sont contenues dans leur code génétique. Effectivement, par exemple, si nous prenons comme exemple ici un globule rouge, les globules rouges du sang produisent effectivement cette hémoglobine pour transporter l'oxygène vers les organes. Après, l'autre exemple que je vous donne, ce sont les globules blancs qui, eux, neutralisent des microbes et produisent des anticorps qui vont nous permettre de nous défendre contre des agents pathogènes. Les neurones, dans notre cerveau, envoient des signaux chimiques et électriques et traitent l'information. D'autres types de cellules comme exemple, les entérocytes. Les entérocytes, dans notre intestin, ils vont assimiler les nutriments en provenant de la nourriture. D'autres cellules importantes aussi sont les cellules du foie, qui sont capables de capter, stocker et transformer du glucose en énergie. Notre peau protège contre les agressions extérieures. Le rayonnement UV est responsable de notre couleur de peau. Après, nous avons les cellules qui sont responsables de la reproduction. Ici, par exemple, nous avons un spermatozoïde qui est pourvu d'un flagelle qui va lui permettre de se déplacer pour atteindre l'ovule et le féconder. La cellule, pour l'observer, il y a ce que nous pouvons voir à l'œil, mais nos yeux ont des limites. Et nous passons vraiment à côté de l'entité de base, même de notre organisme, qui est la cellule. Donc il faut effectivement pouvoir l'observer, l'analyser, comprendre son fonctionnement. Et l'imagerie scientifique de pointe contribue fortement à comprendre la cellule, son environnement et les pathologies. Alors la cellule sous le microscope. Le premier microscope a été déjà développé au XVIIe siècle par Robert Hooke. Et c'est grâce à ce petit microscope que Robert Hooke a pu décrire la première cellule. Maintenant, effectivement, il y a plusieurs méthodes d'imagerie qui ont été développées au cours des années. Donc, l'imagerie optique, qui permet de voir effectivement des cellules au niveau cellulaire ou un ensemble de cellules. Et il y a la microscopie électronique qui, elle, va permettre de voir l'infiniment petit. Par exemple, des virus, des compartiments à l'intérieur de la cellule. Effectivement, cette microscopie optique nous permet de descendre jusqu'au nanomètre, un nanomètre étant 10 puissance moins 9 mètres. C'est vraiment infiniment petit. Alors, ici, je vous donne comme exemple un microscope optique que vous pouvez peut-être avoir dans vos classes pour observer des cellules. Ici, un ensemble de cellules. Mais normalement, maintenant, nous avons des microscopes un peu plus
évoluées qui nous permettent de voir des cellules vivantes, des cellules bouger, de voir comment elles interagissent entre elles, comment elles se parlent, et voir un peu cette dynamique cellulaire. Vous voyez ici les cellules qui s'étendent, qui se retractent, des cellules qui des fois marchent sous le microscope, parce que ça nous permet aussi d'observer comment ces cellules se déplacent. Pour regarder effectivement à l'intérieur d'une cellule, là, il faut regarder avec un microscope électronique. Et ce microscope électronique nous permet d'observer à l'intérieur des cellules. Ce n'est pas dynamique, ce sont des images en noir et blanc. Et parce qu'il faut procéder à un certain nombre de traitements des cellules pour pouvoir effectivement les mettre dans le microscope électronique, et nous pouvons observer les différents organites cellulaires. Dépendamment du grossissement utilisé, nous pouvons voir aussi un ensemble de cellules, et ici je vous montre comme exemple des cellules du système immunitaire, une cellule dendritique qui est en contact avec 3 lymphocytes T, qui vont effectivement rentrer en contact avec cette cellule pour pouvoir initier une réponse immunitaire. Après, nous pouvons voir des organites à l'intérieur de la cellule. Et ici, je vous donne comme exemple, par exemple, un endosome qui contacte un lysosome à l'intérieur de la cellule. Nous pouvons aussi également regarder des virus sous le microscope, voir leur structure, mais également identifier ces virus en utilisant par exemple ici des petites billes d'or colloïdales qui sont effectivement dirigées contre des protéines spécifiques de ce virus, ce qui permet de nous identifier. Et ces particules d'or colloïdales sont denses aux électrons et donc elles peuvent être ainsi visualisées au microscope électronique. Alors d'autres types d'imagerie, donc un autre type d'imagerie optique est l'imagerie à fluorescence. La microscopie à fluorescence, nous voyons ici une cellule dans laquelle nous pouvons effectivement localiser des composants ou des protéines d'intérêt, ici en vert, en rouge ou en bleu, nous permet effectivement de les localiser dans les cellules, de les localiser l'une par rapport à l'autre. Après, ces mêmes cellules peuvent être aussi regardées en microscopie électronique et nous pouvons aller regarder à l'intérieur de la cellule à quoi ressemblent ces petites formes colorées que nous avons observées en microscopie à fluorescence. Et nous voyons ici 2 compartiments cellulaires dans lesquels nous avons voulu identifier des composants grâce à ces particules d'or colloïdales. Alors, pour ce faire, nous utilisons des sondes. Ici, c'est ce qu'on appelle des anticorps, qui peuvent être directement couplés ou liés à des fluorochromes qui vont permettre une émission de fluorescence en utilisant une méthodologie de microscopie à fluorescence. Et en microscopie électronique, nous utilisons les petites particules d'or colloïdales qui sont denses justement aux électrons. Nous pouvons même utiliser des particules de différentes tailles pour pouvoir localiser différentes protéines les unes par rapport aux autres. Ce sont des approches qui peuvent être dites qualitatives, mais elles peuvent être effectivement suivies d'analyses quantitatives, et nous faisons là appel à des spécialistes de l'imagerie quantitative. Donc nous collaborons avec des collègues afin de pouvoir mettre effectivement des chiffres sur ce que nous observons. Alors voilà encore ces fameux compartiments cellulaires. Là, on voyage à l'intérieur de la cellule. Ces compartiments cellulaires, il y en a plusieurs. D'accord, le noyau, le réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi, des mitochondries, les différents compartiments comme les endosomes, les lysosomes. C'est vraiment une vraie petite usine, la cellule. Alors, nous pouvons ici voir en microscopie électronique une partie d'un noyau d'une cellule, l'appareil de Golgi, des mitochondries, du réticulum endoplasmique. Je vous donne ces exemples, mais c'est aussi pour vous dire que, effectivement, ce qui se passe, c'est que si nous pouvons dessiner, faire ces représentations d'une cellule, c'est parce que nous avons pu les observer en microscopie électronique notamment. Alors, les organites cellulaires et leurs fonctions. Alors, nous avons le noyau. Le noyau, il est le siège principal de la synthèse d'ADN, donc effectivement lors de la réplication, la division cellulaire.
Et l'ARN, pour la transcription, le noyau renferme une structure particulière, le nucléole, qui est le lieu de la transcription de ce qu'on appelle les ARN ribosomiques. Nous avons ensuite le réticulum endoplasmique dans lequel sont synthétisées ces protéines. Dans ces protéines, elles sont aussi synthétisées au niveau des ribosomes, qui sont tout rattachés au réticulum endoplasmique. Les ribosomes sont composés de protéines et d'ARN. Ils sont présents effectivement dans les cellules. Leur fonction est de synthétiser ces protéines en décodant l'information contenue dans un code génétique qui est l'ARN messager. Du réticulum endoplasmique, les protéines qui sont produites vont passer vers l'appareil de Golgi, qui a cette structure très très particulière avec des sacoles. Il a aussi comme fonction de mettre par exemple des sucres sur les protéines. Donc ces protéines vont avoir des signaux, elles vont être ensuite triées, c'est une vraie poste, hein, c'est un vrai central de tri, vers d'autres endroits de la cellule. Alors les mitochondries fournissent aux cellules l'énergie dont elles ont besoin pour assurer leur survie et leur fonction. Alors, je voudrais aussi vous parler des centrioles. Les centrioles, dans la division cellulaire, ils forment ce qu'on appelle l'appareil mitotique. Et chaque paire de centrioles se déplace à un pôle de la cellule formant ce qu'on appelle un astère, un réseau de microtubules qui se forment entre ces deux extrémités. Ces astères qui se forment, ces cellules qui se divisent, c'est vraiment la vraie division cellulaire. Maintenant, je voudrais vous parler d'un processus particulier qui s'appelle l'endocytose. Et je voudrais vous parler en particulier de ce processus qui m'a passionné depuis de longues années, hein, déjà depuis les débuts de ma thèse de doctorat. Et ce processus, il utilise différents compartiments cellulaires et des petites vésicules qui se forment à la membrane plasmique. C'est ce processus d'endocytose qui permet aux cellules de se nourrir, mais aussi d'éliminer des pathogènes. Donc nous avons plusieurs types d'endocytose. Alors, il y a ce qu'on appelle la phagocytose qui permet aux cellules de récupérer des grosses particules. Allez, comme exemple, une bactérie. Après, nous avons le processus de pinocytose qui permet aux cellules de boire, de prendre des liquides. Et nous avons le processus d'endocytose, qui est une endocytose plus spécifique, qui est une endocytose médiée par récepteur. Il y a effectivement un signal extérieur qui se lie à ce récepteur, qui va être particulièrement recruté dans ces petits puits qui se forment à la membrane plasmique, pour ensuite être amené vers l'intérieur. Je voudrais maintenant vous donner comme exemple comment se passe un processus de phagocytose par une cellule. Et ici, dans cette vidéo, qui a été prise là encore avec un microscope qui nous permet de voir des cellules vivantes, nous voyons ici une cellule, un macrophage, qui peut être présent dans les tissus et qui va essayer effectivement de prendre l'ensemble de ces bactéries pour ensuite les digérer et les éliminer. Et vous voyez plusieurs petites vacuoles qui contiennent effectivement tout un système de dégradation pour essayer de dégrader ces bactéries. Et lorsque vous avez une infection, il est effectivement possible que ces bactéries soient ainsi éliminées. Alors, la voie d'endocytose, en soi, donc elle permet effectivement aux cellules, comme je vous ai dit, aux cellules de se nourrir, mais aussi, l'exemple que je vous ai donné, aux cellules d'éliminer des pathogènes. Mais cette voie d'endocytose contient plusieurs types d'organites. Donc, de la membrane plasmique, les composants externes vont aller vers l'intérieur de la cellule. Et elles vont aller vers des compartiments qui s'appellent des endosomes et des lysosomes. Et je vous donne un exemple, ici en microscopie électronique, encore un endosome qui a une morphologie très particulière avec des petites vésicules à l'intérieur et un lysosome qui est cet organite qui est assez dense, assez noir. Et donc cet endosome va ensuite contacter ce lysosome. Et pourquoi? Parce que le lysosome, c'est le vrai estomac de la cellule. Il est l'estomac de la cellule, ça permet aux cellules de digérer les composants extérieurs, mais bien sûr c'est un processus qui est extrêmement important parce que ça permet aux cellules de recycler effectivement
ces composants cellulaires et de les réutiliser. Et elles peuvent ainsi se nourrir. Alors, il ne faut pas oublier que tous ces compartiments, ils se parlent. Ils peuvent se parler, ils communiquent entre eux. Pourquoi? Parce que ces membranes cellulaires sont extrêmement dynamiques. Ce n'est pas du tout des cellules. Les cellules, elles sont dynamiques en soi, mais ces organismes cellulaires, à l'intérieur de la cellule, aussi, ils n'arrêtent pas. Ils se parlent. Ils se parlent, et alors, nous analysons au laboratoire cette dynamique cellulaire. Et ici, je voudrais vous montrer, en microscopie à fluorescence sur cellules vivantes, un endosome qui est ici en vert et des lysosomes qui sont ici en rouge. Ainsi, nous pouvons voir ici comment ces organites se contactent entre eux de façon dynamique, et ensuite, ces mêmes cellules peuvent être ensuite analysées avec une résolution plus importante en microscopie électronique et même en utilisant des techniques assez poussées de modélisation et de tomographie électronique qui nous permettent ainsi de voir avec un fort grossissement et avec une grande précision ces endosomes qui vont contacter le lysosome et effectivement rentrer en contact avec lui pour lui passer des composants d'un côté vers l'autre. Comment les cellules communiquent? Les organites communiquent, mais les cellules entre elles, elles communiquent. Alors, nos cellules contiennent des systèmes de communication qui sont très perfectionnés. Alors, vous voyez ici à la membrane cellulaire qui contient des protéines. Alors, ces protéines, on les appelle des récepteurs. Et ces systèmes de communication perfectionnés captent les messages externes et assurent leur transmission fiable jusqu'aux molécules qui effectuent les réactions commandées. Par exemple, l'exemple, c'est le récepteur des hormones de croissance. Cette hormone de croissance va se lier à son récepteur. Ce récepteur va ensuite rentrer en contact en chaîne avec d'autres protéines à l'intérieur de la cellule et lui transmettre un signal. Si c'est un récepteur de l'hormone de croissance, voilà, le signal final, ça sera, voilà, il y a la croissance. Après, nous avons différents types de communication entre les cellules. Les cellules, elles peuvent se contacter de façon directe. Je vous donne ici comme exemple, encore des cellules du système immunitaire, ici visualisées en microscopie à balayage. Voilà une cellule dendritique et un lymphocyte T. Ces cellules, elles se contactent entre elles, c'est important qu'elles se contactent entre elles, elles se passent ainsi des signaux. Par exemple, pour le démarrage d'une réaction immunitaire qui nous permet de nous défendre contre des organismes pathogènes. Nous avons aussi un autre type de communication directe, c'est que les cellules entre elles se passent des informations, des organites, des pathogènes via ce qu'on appelle des nanotubes. Elles établissent des ponts directs, ce sont des vrais petits ponts. Par exemple, les pathogènes, comme des virus ou des bactéries, peuvent surfer au-dessus de ces nanotubes. Alors, un autre type de communication à laquelle je me suis particulièrement intéressée est la communication indirecte. Alors, comment se fait cette communication indirecte? Alors, il a été montré déjà un certain nombre d'années que les cellules, en fait, libèrent des vésicules. Elles libèrent des vésicules comme des petits messagers. Alors, ces petits messagers, nous pouvons les visualiser en microscopie électronique parce qu'ils sont très petits. Ces vésicules, elles peuvent être transmises d'une cellule que je vais appeler cellule A à une cellule B réceptrice, mais également de la cellule B vers la cellule A. Les cellules ont ainsi développé ce système de communication. Nous avons deux types de vésicules, des vésicules qui peuvent provenir effectivement de la membrane plasmique, et puis ces vésicules qui proviennent, elles, de la voie d'endocytose et que nous appelons exosomes. Alors, je vous montre ici ces endosomes avec ces petits exosomes à l'intérieur, comment ils sont libérés. Alors, comment ça se fait? Comment ces informations peuvent être ainsi passées? Alors, ce qui est important à savoir, c'est que dans ces vésicules, il y a des protéines qui sont importantes, mais il y a aussi un code génétique, comme dans la cellule de laquelle elles proviennent. Il y a ce code génétique et ces protéines et des lipides qui vont donner une information à la cellule qui va les recevoir.
Alors, ces vésicules extracellulaires et ces exosomes qui proviennent, eux, de la voie d'endocytose, sont sécrétés par plusieurs cellules. Ils sont sécrétés par plusieurs cellules, mais ils peuvent avoir également plusieurs rôles. Par exemple, nous savons maintenant qu'ils sont très importants dans la différenciation des globules rouges, parce que justement, ils permettent d'éliminer un certain nombre de composants dont les globules rouges n'ont vraiment pas besoin. Ils permettent effectivement des réactions inflammatoires, elles permettent la régénération tissulaire, et il y a un grand intérêt maintenant à utiliser ces vésicules en régénération tissulaire. Elles peuvent être également impliquées dans la transmission de pathogènes, comme des virus ou des prions qui sont responsables de la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou d'autres maladies neurodégénératives. Alors, il y a aussi le rôle de ces vésicules dans la communication dans le système nerveux central, donc en passant des informations entre différentes cellules dans notre cerveau. Et notre équipe en particulier s'est beaucoup intéressée à la modulation de la pigmentation de la peau et comment ces vésicules pourraient être vraiment importantes et avoir un rôle essentiel dans l'homéostasie de la peau et comment effectivement on pourrait utiliser ces vésicules pour pallier à des maladies pigmentaires. Alors, elles sont présentes dans des liquides biologiques, donc ça a été montré, donc ce qui donne aussi la possibilité d'utiliser ces vésicules comme marqueurs dans certaines pathologies. Et de façon importante, il a été montré que ces vésicules peuvent être vraiment aussi responsables de réponses immunitaires. Et moi-même, j'ai été très impliquée dans ces travaux il y a déjà un certain nombre d'années, donc en montrant que dans les cellules du système immunitaire, ces vésicules peuvent effectivement contenir des molécules clés pour la réponse immunitaire. Donc ici, par exemple, ce que nous pouvons voir ici en microscopie électronique, ces endosomes tout plein de petites vésicules à l'intérieur. Ici, il y a des petites billes d'or colloïdales qui nous permettent de localiser précisément des molécules du système immunitaire. Ensuite, ces organites fusionnent avec la membrane plasmique et nous pouvons voir ici, à très haute résolution en microscopie électronique, ces vésicules qui sont libérées dans le milieu environnant. Et ici, un schéma qui récapitule ces observations en microscopie électronique. Ces vésicules peuvent être ainsi isolées, elles peuvent être ensuite caractérisées, on peut voir quelle est leur composition par exemple, ce qui nous a permis ensuite de proposer que ces vésicules qui stimulent le système immunitaire pourraient être effectivement un très bon moyen d'intervention thérapeutique pour un certain nombre de pathologies, parmi lesquelles par exemple les cancers. Pourrait-on utiliser ces vésicules pour stimuler des réponses immunitaires antitumorales? Et là, en collaboration étroite avec d'autres chercheurs et des médecins, donc nous avons pu effectivement faire le pont entre ce qui est la recherche fondamentale dans nos laboratoires et la recherche appliquée et clinique. Donc en utilisant effectivement ces vésicules, ces exosomes, pour stimuler des réactions immunitaires antitumorales. Et pour ce faire, effectivement, il y a eu des études, déjà il y a un certain nombre d'années, qui ont montré que les cellules dendritiques, donc des cellules très importantes du système immunitaire, sécrètent ces petits exosomes auxquels on peut associer des marqueurs de tumeurs. Et une fois ces vésicules injectées à des souris qui portent des tumeurs, et bien les tumeurs, elles ont été éradiquées ou les tumeurs sont vraiment diminuées. Donc il y a eu vraiment une démonstration du fait que ces vésicules pouvaient induire des réponses immunitaires antitumorales, ce qui a permis très vite aux chercheurs et aux médecins de collaborer pour ensuite faire des essais cliniques chez l'homme, et ces vésicules sont maintenant implémentées en clinique et dans les cas de immunothérapie. Alors pendant ma présentation, je vous ai parlé des cellules, des différentes cellules, de leur organisation, des compartiments intracellulaires. Je vous ai donné des exemples du rôle essentiel de ces organites dans les cellules.
de la communication intercellulaire. Néanmoins, il y a encore des grandes questions. On ne sait pas tout et on continue de travailler et de faire des recherches. Effectivement, par exemple, pour essayer de comprendre comment les différents systèmes de communication dont je vous ai parlé, comment ils sont coordonnés ou comment les organites à l'intérieur des cellules peuvent se spécialiser pour pouvoir avoir d'autres fonctions cellulaires. Donc j'espère vraiment que vous allez vraiment profiter de cette année de la biologie. Il y a plein de questions et vraiment venez voir les chercheurs dans les laboratoires tout en espérant que ça va susciter des vocations au cours de cette année.